Alors nous voilà de retour pour la seconde partie sur qu'est-ce que la substance spirituelle, ou disons comment aborder quelques principes et quelques critères. Donc nous avons un premier versant, le versant matériel, rationnel, qui est d'ailleurs celui de l'égoïsme, hein, et qui est bien connu, bien sûr, il est organique, et il répond bien sûr au principe de la logique rationnelle, avec donc cette tendance naturelle vers l'égoïsme. La source de sa pensée provient du, du couple conscience-cerveau, hein, conscience terrestre, conscience-cerveau. Pour nous vivre dans le monde extérieur, j'ai besoin de mon cerveau. Hein. Et c'est pour ça que quand il commence à avoir des problèmes, ma conscience va avoir des problèmes. Perte de mémoire, par exemple. L'Alzheimer. Bon, ben, dans l'Alzheimer, on a un trou comme ça dans le cerveau. Enfin, quand on arrive à un certain degré. Et donc, l'organe de pensée, vous voyez, conscience, donc dimension spirituelle, hein, et cerveau travaillent ensemble. Et donc ça permet essentiellement à l'homme de s'adapter au monde extérieur. Elle lui confère en premier lieu une intelligence pratique. Depuis 70 000 ans, je reprends ça chez Harari, hein, elle fut la principale intelligence utilisée par Homo sapiens. Ça, c'est quand même c'est extraordinaire. Cette intelligence pratique, hein, associée à l'ordre imaginaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qui lui a permis d'être maître et possesseur de ce monde. Hein. Il n'y a pas que l'imaginaire. L'ordre imaginaire permet la cohésion, permet la coopération, mais il fallait bien sûr une intelligence pratique, et c'est le mariage des deux, comme toujours, qui a fait qu'effectivement on a fait ce monde. Alors avec tous les mauvais côtés aussi, mais du point de vue technologique, du point de vue confort, on a fait un monde fabuleux. Même si je pars simplement des années 90 avec l'émergence d'Internet, de l'informatique et tout, ça a quand même changé, révolutionné le monde, qu'on ne travaille plus de la même manière. Là, aujourd'hui, on peut faire vraiment du télétravail en masse quand même, vous voyez. Bon. Mais enfin, quand on part, on s'en va très loin dans l'histoire, on voit bien, si vous voulez, qu'il a fallu une intelligence, au sens pratique, une intelligence rationnelle. Construire des pyramides, construire tout ce que l'être humain a construit, c'est quand même fabuleux. Des sous-marins. Donc, 70 000 ans d'intelligence pratique. Hein. Et puis, l'esprit scientifique, quant à lui, autant au sens de science, hein, n'a que 500 ans, nous dit Harari. On est assez d'accord avec ça. Hein. Ça, c'est le premier versant. Le second versant, qui est bien moins connu, bien sûr, est donc de substance esprit, émotionnelle, répondant également au principe de la logique rationnelle, mais, comme nous l'avons vu, de manière symétriquement inversée, avec une prédisposition altruiste, parce que le cœur est là. Hein. Toutes les valeurs universelles sont là. Bien sûr, cette prédisposition altruiste demande des efforts. Plus que ça, un retournement sur soi-même, une métamorphose. Ça, nous l'avons déjà vu dans le chapitre sur l'altruisme, avec Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. La source de sa pensée irrationnelle s'effectue là, cette fois-ci, par l'âme-cœur. Conscience, cerveau, âme-cœur. C'est pour ça que depuis tout temps, l'amour, le siège de l'amour, c'est dans le cœur. Et donc, si vous voulez, il y a une relation privilégiée entre l'âme et le cœur, parce que c'est l'âme, donc dimension spirituelle, qui vient protéger le cœur de ses souffrances notamment, mais qui gère aussi toute une partie de notre biologie. Mais je ne rentre pas là-dedans. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que la pensée irrationnelle, donc la pensée du cœur, les inspirations, quand on se lève un matin, on peut dire « Ah, mais bon, ça, j'y avais pas pensé », c'est que dans la nuit, notre âme, elle nous a envoyé une petite réponse. Donc, cette pensée irrationnelle, qui s'effectue par l'âme-cœur, permet à l'homme d'expérimenter son monde émotionnel intérieur.
hein. Et là, si vous voulez, même si on a besoin de notre cerveau pour ne serait-ce que parler, dès l'instant que je suis dans le langage, ça y est, le cerveau intervient. Mais si je suis en totale méditation et que je me connecte à ma dimension spirituelle, à un moment donné, la conscience liée au cerveau, la conscience terrestre, devient conscience spirituelle. Ce que je veux vous montrer, c'est que la conscience, elle est le relais entre les deux, hein. Donc, cette conscience, avec sa volonté et son libre arbitre, font le relais entre ces deux mondes. Un coup, la conscience peut se tourner vers l'extérieur, la matière. Un coup, elle peut se tourner vers son âme, vers sa grande sœur, si vous voulez. Elle lui confère donc ce versant spirituel, une intelligence du cœur. On avait une intelligence pratique, et là nous avons une intelligence du cœur. Et ça, évidemment, tout le monde comprend ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire la présence des valeurs universelles gravées en lettres d'or dans notre cœur biologique. Donc selon moi, cette intelligence du cœur était donc présente chez Sapiens, concomitamment à son intelligence adaptative, hein. C'est parce qu'il y a une intelligence du cœur qu'il était capable d'inventer ces mythes pour raconter sa dimension spirituelle, parce que c'est ça, le langage de la poésie, le langage de l'amour, c'est le langage de cette dimension spirituelle, de cette substance esprit. Et donc, c'est grâce à cette intelligence du cœur que Sapiens s'est raconté. Moi, je ne dis pas que Néandertal n'en avait pas, hein, je ne dis pas ça du tout. Mais en tous les cas, Sapiens, oui, c'est sûr. Et c'est parce qu'il a marié les deux qu'il a effectivement pu s'approprier la Terre, voyager, et sans quoi, me semble-t-il, il n'aurait pas survécu, comme les autres hominidés, parce que quand même, ils ont quand même tous disparu par ailleurs, hein, et surtout pas pris possession de la planète entière. Et c'est ce que montre d'ailleurs Harari tout au long d'Homo sapiens, par son esprit de coopération. Je le cite là, la coopération sociale est la clé de notre survie et de notre reproduction. Coopération sociale. J'ai fait tout un chapitre sur la loi naturelle de coopération, parce que dans la nature, c'est aussi la coopération. Et évidemment, l'être humain s'en est sorti que par coopération. Et c'est l'égoïsme qui tue la coopération. Et c'est pour ça qu'il faut passer à un monde altruiste. Et je continue sa citation. « Et Sapiens a pu élaborer des formes de coopération plus resserrées et plus fines. Filant sur cette voie, ajoute-t-il, Homo sapiens eut au fait de dépasser toutes les autres espèces humaines et animales par sa capacité de coopérer. » Ouais, il y a plusieurs endroits, si vous voulez, où il insiste à ce niveau, et à juste titre, en contradiction avec notre auteur. Pour coopérer, l'intelligence pratique ou adaptative n'est pas suffisante. C'est l'intelligence du cœur qui resserre les liens sociaux et permet de vivre ensemble en paix. Les mythes ne sont pas suffisants. Vous voyez ? Bien que les mythes soient le langage du cœur, c'est parce qu'il y a une réelle intelligence du cœur, de solidarité, donc de coopération, qui fait que l'homme a pu survivre et s'adapter. Il faut les deux, c'est ça que je veux vous montrer. Toujours pareil, une seule nature, mais avec deux versants. De même, il n'est pas question ici d'opposer passion et raison, mais bien plus, d'apprendre à les faire travailler ensemble. Encore faut-il avoir conscience de la présence en nous de ce second versant pour pouvoir les faire travailler ensemble. Et ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour notre auteur d'Homo sapiens. Je le cite. « Depuis plus de 200 ans, pourtant les sciences de la vie ont profondément miné cette croyance. » Ouais. Il oppose, mais radicalement, la science, qui est le seul fondement, la seule réalité, et toutes les croyances. Toutes, donc liberté, droits de l'homme. Les hommes de science, écoutez bien ça, étudiant les rouages intérieurs de l'organisme humain, n'ont pas trouvé d'âme. Ils sont de plus en plus enclins à soutenir que le comportement humain est déterminé par les hormones, les gènes et les synapses, plutôt que par le libre arbitre. Oui, c'est clair. Par les mêmes forces qui déterminent le comportement des chimpanzés, des loups et des fourmis. Voilà, vous voyez. Nos systèmes politiques et judiciaires essaient largement de cacher sous le tapis ces découvertes fâcheuses.
Ils considèrent que les neurosciences donc, ont découvert qu'il n'y avait pas d'âme, pas de moi personnel, pas de volonté, pas de libre arbitre, pas de liberté, tout ça. Et donc, il nous dit, mais nos systèmes politiques qui croient à tout ça, qui évidemment prétendent, j'en ai déjà parlé, prétendent avoir une volonté politique de faire, alors que la volonté n'existe plus. Bon. Mais franchement, dit-il, j'ajoute, mais franchement, ajoute-t-il, combien de temps pourrons-nous maintenir le mur qui sépare le département de biologie des facultés de droit et de sciences politiques? Pardon, je reprends. Mais franchement, combien de temps pourrons-nous maintenir le mur qui sépare le département de biologie des facultés de droit et de sciences politiques? Voilà. Tout en reconnaissant que, je cite, les biologistes admettent n'avoir toujours pas de bonnes explications de la manière dont le cerveau produit la conscience. Vous voyez à quel point on est vraiment dans des thèses vraiment diamétralement opposées. C'est ça qui est très intéressant, si vous voulez, parce que là, vous voyez, on a un choix à faire, quoi. Parce que plus ça va avancer, nos enfants et nos petits-enfants vont être devant cette dichotomie, devant cette schizophrénie. Hein. Il y a le monde de la science qui ne voit pas du tout l'univers tel que nous le vivons au quotidien. Vous voyez ? Et on est vraiment devant du diamétralement opposé. On n'est plus dans la nuance, là, vous voyez ? On est... Waouh, c'est radical, quoi. C'est assez exceptionnel, et c'est d'ailleurs ce côté, je trouve, fantastique, parce que est intelligent, cet auteur, Harari, et il est allé au bout. Voilà. Il n'y a pas de tièdeur chez lui. Hein. Et ça, c'est quand même fantastique, parce que après, on fait un choix. Vous voyez, vous écoutez les deux, lisez ou écoutez les deux, puis après, vous faites votre choix. Parce que là, il est simple. Hein. C'est A ou B. Hein. Alors pourquoi je peux distinguer une pensée irrationnelle d'une pensée déraisonnable? La déraison est issue d'une pensée rationnelle qui s'égare, comme les préjugés ou les contre-vérités. La science en est le digne prototype de cette pensée rationnelle. La pensée irrationnelle, quant à elle, est une pensée émotionnelle, ayant son siège au sein de l'âme-cœur, comme l'amour, la gratuité, la solidarité, la fraternité, l'égalité, la liberté et toutes les valeurs universelles. Et je prétends même qu'elles sont gravées en lettres d'or dans chaque cœur biologique des nouveau-nés. La poésie, la musique, le théâtre, l'opéra, le cinéma, les contes et les légendes en sont ces dignes représentants et forment le langage du cœur, présent dans toutes les traditions antiques. L'art en est, je pense, le meilleur prototype. Donc vous avez la science d'un côté, l'art de l'autre, et en fait, pour que l'art s'exprime, il lui faut un support matériel, donc on marie les deux dimensions, et la science aussi, elle a besoin aussi de rondeur, elle a besoin pas de moralité, je dis justement qu'elle a été, mais l'application des sciences a besoin de moralité. Qu'est-ce qu'on fait avec le clonage, par exemple, vous voyez, enfin, tous les problèmes éthiques. Donc comme nous l'avons vu, la logique du cœur est donc une autre logique d'un autre ordre avec un O majuscule, dans le sens où elle répond au même principe rationnel mais symétriquement inversé. Ainsi l'amour ou l'altruisme et toutes les valeurs universelles ne s'expliquent pas rationnellement. Elles se vivent et s'incarnent ou pas dans nos actes quotidiens et fondent, entre autres, la liberté, l'égalité et surtout la fraternité dans nos démocraties, même imparfaites. Toutes ces valeurs sont donc invisibles, immatérielles, abstraites, mais pas absentes de nos vies. Elles forment le principe de réalité spirituelle. En conclusion, pour ces deux versants, l'ensemble des valeurs universelles de l'amour ainsi que la volonté humaine répondent aux principes irrationnels, cause à suite, cause d'elle-même, de contradictions émotionnelles internes et de réalité spirituelle invisible, ce qui forme l'essence même du versant abstrait de la nature double de l'homme. Alors, on termine avec qu'est-ce qu'un objet spirituel? J'appelle objet spirituel, outre la volonté, on a vu que c'était un objet spirituel, chaque valeur universelle de l'amour. Toutes ces valeurs sont toutes des objets ayant pour nature la substance spirituelle,
avec ces 10 caractéristiques qu'on a vues. Ces objets répondent également nécessairement aux 3 principes irrationnels déjà évoqués. Principe cause à suit, ou cause première, principe de contradiction émotionnelle interne, principe de réalité spirituelle. Chaque valeur répond, puisqu'elle passe par le prisme de la volonté, pas par le prisme, elle s'incarne par la volonté. Sans volonté, elles ne peuvent pas s'incarner. Elles restent les Eidos de Platon qui sont hypostasiés là-haut. Hein. Il faut les incarner pour qu'elles existent, pour qu'elles prennent forme sur Terre. Et elles ne peuvent s'incarner que par la volonté. Donc c'est pour ça qu'elles sont de même nature. Donc j'appelle objets ces facultés spirituelles afin de leur donner du corps au sein d'une réalité invisible et de les rendre plus consistantes face à notre esprit rationnel, toujours en demande de concrétude. Non seulement ces objets spirituels s'incarnent au travers de nos actes et de nous-mêmes, mais ils prennent corps également au travers de certains objets matériels, comme le temple religieux incarnant la foi, la fidélité, la fraternité ou l'humilité. Voyez. Et je vous donne comme exemple un petit l'image du Tao, qui est pour moi le symbole le plus sublime, dans la mesure, on en a en Occident, hein, on a des symboles équivalents en Occident, mais le Tao est la forme la plus belle qui représente donc le mariage des contraires. Le Tao, c'est assez fabuleux. Et là, on voit bien la présence, parce que vous comprenez bien que quand je vous parle de dimension spirituelle pour l'homme, mais oui, mais vous avez une dimension spirituelle dans la nature, c'est pas mon objet, hein. Juste m'arrêter déjà, c'est déjà beaucoup. Donc, dans l'exemple du Tao, vous avez d'un côté le côté matériel, qui est le signifiant, c'est-à-dire l'objet lui-même matériel, qui est l'objet spirituel, qui est le signifié. Donc, j'ai l'objet matériel, qui m'évoque un objet spirituel, le signifié. Hein. Et donc, à partir de là, j'ai un symbole complet lorsqu'effectivement, il évoque en moi ces 2 fonctions. Les 2 fonctions d'un symbole, c'est d'un côté l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art rationnel d'interpréter un symbole. Alors là, c'est tellement facile, le Tao. Hein. Et ensuite, je ferme les yeux et je laisse vagabonder mon esprit et qui va aller toucher une réalité spirituelle, donc reliée au Tao si vous avez médité sur le Tao, et cette fonction-là s'appelle la fonction anagogique. Hein. Ça veut dire, si vous voulez, toucher spirituel. Agogos, c'est conduire en grec, comme pédagogue, conduire l'enfant, hein, et ana, ailleurs, au-delà. Donc cette fonction anagogique nous permet de faire un toucher spirituel. Mais pour le faire, il faut d'abord que je m'imprègne de cette herméneutique pour bon. Eh bien, le Tao est le symbole emblématique de notre nature double. Alors, face au principe cause à suite, chaque valeur universelle de l'amour étant mise en œuvre ou pas, grâce uniquement à la volonté humaine, elle est elle-même cause d'elle-même et répond aux mêmes principes irrationnels. Face au principe de contradiction émotionnelle interne, alors là évidemment ça c'est facile, puisque toutes les valeurs universelles, elles nous mettent devant le choix, seras-tu égoïste ou seras-tu altruiste? Donc de toute manière, c'est pas très compliqué. Si je veux, par exemple, faire vivre l'hospitalité parce que quelqu'un a besoin de moi, de venir dormir chez moi, ou vous voyez, quelque chose de l'ordre de l'hospitalité, ben ou je lui dis non, ou je lui dis oui. Bon, donc je suis là dans cette contradiction, hein, avec posture A et posture non A, et voilà, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ma volonté va pas me dire de faire? Qu'est-ce que je vais dire à ma volonté, hein? Eh bien, je prends l'égoïsme ou je prends l'altruisme, hein, voilà. Et enfin, de même encore, tous ces principes, selon le principe de réalité spirituelle, chaque valeur universelle, donc chaque objet spirituel, ne peut se montrer du doigt ou se démontrer à l'aide de la logique rationnelle. Elles sont ou pas
incarnées dans nos vies quotidiennes grâce à nos volontés illimitées. Voilà. Donc vous voyez, un objet spirituel, c'est très simple. C'est toutes les valeurs universelles. Attention, je dis attention, la laïcité n'est pas une valeur universelle et le féminisme non plus. C'est la réponse à des carences de valeurs universelles. La laïcité, c'est évidemment l'égalité entre tous les hommes, hein, donc les religions, elles se sont battues, etc. Et puis le féminisme, c'est le manque d'égalité des hommes envers les femmes. Si on n'avait jamais été à museler les femmes, comme on l'a fait, le patriarcat, évidemment, il n'y aura pas de féminisme, il n'y aura pas besoin de féminisme. Donc vous voyez, ça ne pas mélanger, si vous voulez, les valeurs universelles qui sont gravées dans les cœurs, et puis les réponses au manquement de valeurs universelles. Donc l'objet spirituel représente donc l'ensemble de toutes ces valeurs universelles, comme l'amour, la foi en soi et en l'amour, la liberté, l'égalité, la fraternité, la fidélité, la solidarité, l'hospitalité, la confiance, la sincérité, la loyauté, l'honnêteté, le respect d'autrui, l'humilité et la vérité vitale, etc. Et vous voyez, là, voilà, elles sont pas toutes là, je veux dire, mais la liste est loin d'être exhaustive, mais ce sont des variantes, si vous voulez, de l'altruisme. En fait, l'amour altruiste rassemble l'ensemble de ces valeurs universelles. C'est ça qui est gravé dans nos cœurs. Hein. Nous l'avons à la naissance. Où on l'enterre, ou on la fait vivre. Ah ben voilà, je le disais donc, en revanche, la laïcité n'est pas une valeur universelle, mais un mode de gouvernement très utile pour maintenir la paix sociale, dès lors qu'elle est bien comprise comme une liberté de croire ou de ne pas croire. La laïcité ne saurait être un prétexte à l'athéisme d'État. C'est un peu ce que je dénonce dans la laïcité en France, comme c'est trop souvent le cas. Par exemple, tous les programmes officiels d'études et de recherche en sciences physiques et humaines excluent l'hypothèse de la présence d'une substance esprit, tant au sein de la nature que de l'homme. Ouais, quand même, c'est un peu ce que je reproche à la laïcité, c'est que maintenant, vous n'avez aucune science qui étudie l'esprit en tant que tel, qui pose comme hypothèse l'homme a une dimension spirituelle. De même, le féminisme n'est pas une valeur universelle puisqu'il n'est que la réponse au manquement du principe d'égalité entre hommes et femmes. Autrement dit, si les mâles respectaient l'égalité, alors le féminisme n'aurait pas lieu d'exister. C'est une résistance à l'oppression, comme la laïcité est une résistance à l'oppression religieuse. C'est parce qu'il y a les êtres humains égoïstes, les dirigeants, les élites, créent un monde d'oppression, donc que ce soit religieux ou sexiste, eh bien, à ce moment-là, bon, vous m'avez compris, attention, ce ne sont pas des valeurs universelles, mais c'est des valeurs très utiles, hein, on est bien d'accord, parce que nous n'avons pas encore suffisamment, on est encore dans l'adolescence, on n'a pas suffisamment mûri. Qu'est-ce que la sagesse? Donc je vous le disais, mais je vous le redis, mariez en nous les contraires de ces deux mondes dans nos actes. Voilà. Les valeurs universelles au travers des circonstances matérielles de nos vies quotidiennes. Marier en nous les contraires de ces deux, donc ça devient des altérités complémentaires, ces contraires, quand on les marie ensemble, ça devient des altérités complémentaires. Donc c'est marier en nous les contraires de ces deux mondes, qui sont en nous, et extérieurs de nous, et en nous, de les marier dans nos actes, dans les valeurs universelles, au travers des circonstances matérielles de nos vies quotidiennes. Voilà la sagesse. Qu'est-ce que la philosophie vitale? Tous les mots construits sur deux racines grecques se lisent dans le sens sacré, c'est-à-dire de droite à gauche. Vous prenez géologie, par exemple, géo, science de la Terre. Géologie, science de la Terre. Psychothérapie. J'ai pris deux exemples. Eh bien, thérapeute, c'est prendre soin d'eux. Donc, psychothérapie, c'est prendre soin de la psyché. Vous voyez? Géologie, science de la Terre. Tout est lu dans le sens sacré. Sauf un mot. Bon, si vous en trouvez un autre, mais il n'y en a qu'un seul. C'est philosophie. Le mot philosophie se lit dans le sens profane. Philein, Sophia. Philein, amour-amitié. Vous avez en grec antique, vous avez trois mots pour l'amour. Vous aviez agapé pour l'amour mystique, philein pour l'amour social, amitié,
et Eros pour l'amour charnel. Hein. Eh bien, philosophie se lie l'amour de la sagesse. Remettez-le dans le sens sacré, ça donne la sagesse issue de l'amour. Eh ben, c'est autre chose. La sagesse issue de l'amour. Voilà. Et c'est cette philosophie, évidemment, que vous avez compris que je vous proposais. Voilà, pour ceux que ça l'intéresse, vous trouverez expliqué l'ensemble de ces critères et attributs dans la première partie d'un livre qui sera publié, qui sera gratuitement publié sur le site, ça oui, publié un jour, ça je ne sais pas, qui donc s'appelle La nature double de l'homme. Donc dedans, vous trouverez plus expliqué l'ensemble des critères avec des exemples, des contre-exemples. Hein. Voilà. Et le titre du livre lui-même s'appelle Esprit guérisseur. Il y a donc deux parties, la nature double de l'homme, et l'autre partie, c'est le monde de la preuve face au monde de la foi. Hein, voilà. Et son titre, c'est Esprit guérisseur. Il en dit, à partir de cette vision de la nature humaine, nous pourrons construire l'amorce d'un modèle alternatif pour une démocratie participative adjointe à un capitalisme coopératif. Je vous remercie.